Bonjour à tous. Qui n'a jamais eu envie d'écrire à ses parents, sa mère, son père, simplement pour leur parler librement, sans tabou? Mais écrire à un parent qu'on ne connaît pas relève là d'une démarche intellectuelle et psychologique bien différente entre volonté d'une existence filiale et désir de vider son sac sur l'absent. L'auteur, enseignant et chef d'établissement à la retraite, connu aussi pour son engagement dans la région rouennaise pour la défense du fret ferroviaire, on y reviendra peut-être, et qui a aussi collaboré à un livre de photographie sur Saint-Étienne-du-Rouvray, d'aujourd'hui et d'il y a un siècle, eh bien l'auteur consacre un beau livre à ce sujet, sur la filiation, sur la recherche du père. Le livre s'intitule Lettres anonymes et il est paru en août dernier chez Edilivre. Bonjour, Pierre Ménard. Bonjour Pierre Ménard, je suis très content de vous avoir dans les studios de RCF Haute-Normandie. Vous habitez Saint-Étienne-du-Rouvray. Tout à fait. Et on va revenir effectivement sur votre parcours parce qu'il est très complet, il va pas dans tous les sens, on verra qu'il y a aussi une ligne directrice chez vous. Mais on va commencer avec ce livre, donc Lettres anonymes, paru chez Edilivre il y a quelques mois, je crois que c'était au mois d'août 2013. Oui, l'été dernier. Ouais. L'été dernier. Un beau livre avec une belle couverture, on va y revenir, ça se passe à Calais. Tout à fait. Voilà, à Calais. Et puis, évidemment, on va parler longuement de ce livre et puis voir peut-être le lien qu'il peut y avoir entre le narrateur et puis l'auteur. Voilà. Alors, première question, comment est né ce livre? Ce projet de livre, d'abord. Ce livre est né d'une nécessité. En fait, il faut être clair, disons, puisque vous posez le problème du C'est un roman et vous me parlez de nécessité. Voilà. Oui, c'est une nécessité. Et puis pour le problème du narrateur et de ma personne, effectivement, ce sont les mêmes, en fait. On développera ça, on va développer ça. Ce sont les mêmes, oui. Alors, c'était une nécessité, vous aviez un besoin d'écrire une telle histoire? Oui, c'est un besoin d'écrire. Écrire, c'est un besoin. Et écrire est important parce que cela dépasse le paraître. On peut raconter une histoire dans une émission de télévision, à la radio, etc., pour un peu qu'elle paraisse un peu originale, etc. Mais c'est simplement au niveau du paraître. Écrire, c'est autre chose. Écrire, c'est se livrer. C'est se livrer, c'est aussi réfléchir à ce qu'on écrit et savoir finalement que les gens qui vont lire vont aussi fournir un effort pour lire. On fait toujours un effort pour lire, un effort d'attention. On s'applique à la lecture. On s'applique à la réflexion, on s'arrête sur une page, on se dit mais pourquoi a-t-il écrit ça et est-ce que je suis aussi moi concerné par ce qu'il a écrit? Parce que ce que je recherche aussi derrière, c'est aussi le dialogue avec l'ensemble des lecteurs et peut-être plus particulièrement avec des lecteurs qui seront susceptibles de se reconnaître dans une aventure similaire. J'ai envie de vous dire qu'on se reconnaît tous dans ce que vous écrivez, Pierre Ménard, on va y revenir parce que vous parlez de filiation, de quête d'identité. Oui. Et ça, forcément, ça touche l'être humain, ça touche l'individu. C'est une part de nous très forte. Tout à fait, tout à fait. Mais sachant qu'ici, cette recherche d'identité, elle est quand même particulière parce que le titre n'est pas neutre, de Lettres anonymes. Alors, oui, parce que là, c'est pas le narrateur qui les reçoit, il les envoie. Enfin, il les envoie. Oui, il les envoie. Et on va y revenir. Il les envoie à un père qu'il n'a pas connu, qu'il a fantasmé. Mais quand je dis fantasmé, c'est pas forcément positivement. On est bien d'accord. Toutes les hypothèses sont possibles. Toutes les hypothèses sont possibles et quand vous dites pas toujours positivement, c'est vrai, en effet, parce que quand on a affaire à un inconnu, mais tout simplement c'est le problème de la nature humaine. Et j'ai franchement, avec l'expérience de quelques années, un petit peu effectivement, un petit peu, donc l'impression que dans chaque individu, tous les possibles sont contenus dans chaque individu. Et puis en fait, ils se développent selon les circonstances, selon les lieux, etc. Et ici... les rencontres et les non-rencontres. Exactement. Ouais. Dites-moi, ce livre, Lettres anonymes, se passe... Alors, on va revenir sur l'intrigue, mais globalement, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, en tout cas, tout est centré autour du père pendant la Seconde Guerre mondiale. La période est propice à l'histoire, justement, d'enfants en quête d'identité, de filiation. Tout à fait, tout à fait. Et j'en parle, pardon, je vais vous couper, j'en parle parce que dans votre premier roman, Un homme sans nom, paru aussi chez Edilivre, il est toujours question de ces thématiques-là, de filiation, de quelle identité. Oui. Et la Seconde Guerre mondiale Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, nous sommes en 1941.
à Calais, À Calais. en zone interdite, Voilà. dans une ville où la présence de l'occupant est extrêmement importante. Ah oui, c'est un euphémisme. Est particulièrement importante, et elle le sera encore plus d'ailleurs après. Il y a en fait les prémices, on est dans une période où on parle encore plus ou moins de débarquer en Angleterre, de toute façon. Et puis, il y a en fait un certain nombre de choses qui vont se passer, de relations entre les habitantes de la ville et les occupants de la ville. Oui, oui, bien sûr, oui. Des voilà. histoires d'amour, parfois pas, mais en tout cas des enfants qui vont naître de la guerre. Oui. Donc, c'est le personnage, enfin le narrateur, le scripteur, en fait, s'inscrit, qui est moi-même, je le dis, il faut dire les choses assez clairement, effectivement, c'est voilà, s'inscrit dans cette mouvance particulièrement nombreuse, qui représente, en fait, en France, entre 100 000 et 200 000 enfants qui sont nés dans cette période de la guerre, en gros, entre 1939, un peu après 1939, bien entendu, au début des années 40, finalement, jusqu'à 1945, et même au-delà, avec la présence des prisonniers de guerre allemands, etc., qui ont eu aussi des enfants avec des Françaises. Et puis, il y a en fait, dans ces 100 000 ou 200 000, il y a autant de cas de figure, finalement, qu'il y a d'individus. Ceci en est un en particulier. Avec ceci, vous avez rappelé le livre précédent qui s'appelle « Un homme sans nom ». Et s'il s'appelait Un homme sans nom, tout simplement, c'est que le point de départ, c'est que le narrateur, scripteur que je suis est un enfant abandonné à la naissance. Bon, bah écoutez, on va revenir sur cette question tout à l'heure. J'ai une petite question, moi, sur votre éditeur, Edilivre, qui n'est pas en Haute-Normandie, qui est connu de beaucoup d'auditeurs et puis d'auteurs. Pourquoi ce choix, si c'en est un ? C'est un choix, c'est pas vraiment un choix, c'est une position de repli. Disons que j'avais... Non, parce que je me dis que l'histoire se passe dans le Nord, à Calais, vous êtes un auteur Haute-Normandie, peut-être que vous auriez pu trouver un éditeur ancré dans une de ces deux régions, par exemple sur Calais. Oui. J'avais, en fait, les éditeurs nationaux, ça n'ont pas été intéressés, les quelques 3 ou 4 que j'ai contactés. Tant pis pour eux. Et puis sur le premier ouvrage d'Un homme sans nom, j'avais contacté des éditeurs régionaux qui n'ont pas été intéressés. C'est parce que le problème, la question est intéressante parce que je suis entre deux chaises. Je suis né à Calais, j'habite en Normandie et mon histoire se passe beaucoup plus à Calais qu'elle ne se passe, d'où ma question, un éditeur dans le Nord. Donc en fait, et comme il y avait nécessité, comme le mot que j'ai employé tout à l'heure, à faire paraître ce livre, finalement je l'ai fait paraître chez Edilivre comme je l'avais fait paraître le premier. Oui, qui est aussi un bon choix. Vous êtes sur RCF Haute-Normandie dans une de vos émissions préférées, évidemment pas la préférée, mais une de vos émissions préférées, à livre ouvert. Je reçois aujourd'hui Pierre Ménard, l'auteur Pierre Ménard, pour son livre Lettres anonymes, paru au mois d'août chez Edilivre. Un livre qui évoque, Pierre, on le disait juste avant cette belle pause musicale, qui évoque la recherche, la quête d'identité, la filiation. On est pendant la Seconde Guerre mondiale, on est à Calais. Justement, alors c'est un Lettres anonymes dans le sens où c'est le narrateur, Pierre, le scripteur, comme vous dites, qui envoie des lettres à un père qu'il ne connaît pas. On va y revenir, l'homme a 70 ans, le narrateur. Moi, j'ai une question d'emblée sur l'écriture. Je m'intéresse beaucoup à la façon dont les auteurs écrivent leurs livres, évidemment. Cet ouvrage, comment l'avez-vous écrit ? Je veux dire, votre méthode de travail. Il y a 70 lettres, entrecoupées d'explications sur ces lettres. Vous les aviez toutes prévues longtemps à l'avance ou elles sont venues au fur et à mesure ? Il y a un fil conducteur. Le fil conducteur, il est tout simplement que la période sur laquelle ces lettres se répartissent finalement, qui vont en fait de la première rencontre du soldat allemand avec la mère du narrateur, finalement, oui, vous évoquez, jusqu'à la naissance. C'est-à-dire qui s'étendent sur 10 mois qui vont de janvier à fin octobre 1941. Donc, c'est le fil conducteur. Il y en a 70, disons que je me suis arrêté à 70 parce que j'ai écrit ça l'année de mes 70 ans. Oui, et puis le narrateur a 70 ans. Et puis, après, c'est l'occasion aussi de suivre l'évolution du narrateur sous forme de fœtus, etc. Au passage, je veux dire, mais c'est surtout une occasion de resituer avec
un certain nombre de lettres finalement qui vont se presser à un moment donné et qui vont suivre le rythme des jours. Et puis à la limite, on va avoir deux extrêmes finalement. Un premier extrême, un extrême qui est lié au fait que pour passer une simple journée, qui est tout simplement la journée de la conception, tout simplement, il faut plusieurs lettres, finalement, parce qu'il y a des choses extrêmement difficiles à dire. Et puis des fois, c'est cru, c'est assez cru. Oui, c'est direct, parce qu'en fin de compte, s'agissant, il y a toujours en arrière-plan l'abandon. En arrière-plan, il y a ce père qui a existé, mais qu'on ne connaît pas, finalement, c'est autre chose. Et il y a aussi un mot qui a été prononcé, mais qui s'avère relativement vrai, mais qu'il faut évacuer d'une certaine manière. Il y a un mot qui a été prononcé à un moment donné par la mère, qu'on a retrouvé à l'âge de 43 ans, et qui a été le mot viol, effectivement. Que vous évoquez rapidement dans les lettres, et que vous évacuez aussi très rapidement. Il faut évacuer, effectivement, qu'il faut évacuer parce que... Parce qu'il n'y a pas eu viol. Parce qu'il n'y a pas eu viol. Parce qu'il n'y a pas eu viol, mais il y a eu une relation charnelle. J'ai une question là-dessus. Est-ce que justement, dans ce roman, la mère ne se protège pas en disant qu'il y a eu un viol pour expliquer finalement aussi cette relation avec le soldat et puis la naissance de l'enfant? Comme si c'était pas de sa faute, je mets des guillemets évidemment. En fait, la mère se protège par le mot viol d'autre chose. C'est-à-dire qu'elle se protège, d'ailleurs quand l'enfant la retrouve, alors l'enfant a 43 ans, quand c'est lui qui la retrouve finalement, elle lui dit premièrement, vous ne lui ressemblez pas. Vous ne lui ressemblez pas. Et deuxièmement, c'était un viol. C'est-à-dire que... en fait, se protège de quoi? Elle se protège du fait qu'elle l'a abandonné, l'enfant. Aussi, donc, c'est une justification, finalement, au fait qu'elle a été abandonnée. On peut justifier plus facilement un abandon d'enfant en parlant d'un viol que d'une Et autre puis, à manière. l'époque, on ne peut plus justifier la naissance d'un enfant avec un soldat étranger occupant si, effectivement, il y a eu viol. Hein. Oui, exactement. On ne peut pas parler de collaboration horizontale comme on a parlé à une époque. Tout à fait. C'est une manière de se disculper. Alors dites-moi, combien de temps vous avez mis à écrire ce beau livre? Je dis pas beau livre histoire d'être sympathique avec vous, c'est vraiment... c'est un livre puissant, les lettres sont toutes, mais d'une puissance incroyable. Enfin, on a l'impression que vous y mettez votre cœur à chaque lettre, enfin, chaque mot est pesé. Ça doit demander un temps fou d'écriture. Vous n'avez pas improvisé vos mots, là, c'est pas possible. Non, absolument pas. Bon, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement d'état d'esprit, de toute façon. Donc, les lettres proprement dites, pour l'essentiel. Je ne parle pas des reprises après, des corrections, etc. Oui, non, mais bien sûr. Pour l'essentiel, les lettres proprement dites ont été écrites l'été de mes 70 ans. L'été de mes 70 ans. Et puis, elles se sont reposées pendant un certain temps. Et l'année d'après, pratiquement, à peu près un an après, j'ai introduit autre chose. J'ai introduit ce qu'on appellerait en théâtre des didascalies. Oui, un paratexte en tout cas. Voilà. Oui, un paratexte finalement qui est là pour recontextualiser parler plus du narrateur finalement, de l'état d'esprit du narrateur, de ce bureau qui est complètement un foutoir et duquel est l'extrait effectivement des choses qui ravivent complètement les choses et qui permettent aussi de situer ce narrateur par rapport à la vie moderne actuelle, par rapport à son activité, etc. Donc, et qui me paraissait essentiel parce que comme une didascalie dans le théâtre permet de mieux situer de comprendre le jeu des acteurs texte, finalement par rapport et prévoir le jeu de l'acteur, l'inciter à faire ceci ou à faire cela sur la scène pour appuyer un propos. Donc c'est dans ce sens-là que je l'ai écrit. Donc ça a pris un certain temps. On va aborder l'intrigue du livre pour que les auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit, même si je pense qu'ils ont clairement identifié la thématique. Alors le narrateur c'est Pierre, enfin le scripteur, un homme de 70 ans qui entreprend d'écrire, donc on l'a dit, 70 lettres à un père anonyme, mais bien réel, hein, peut-être vivant d'ailleurs, peut-être mort. Il l'apostrophe de façon assez virulente immédiatement, dès la première lettre. D'autant que ce père en question, on l'a dit, était allemand et servait dans la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale. Moi j'ai une question sur ce narrateur. Qu'est-ce qui est le plus dur pour cet homme de 70 ans ? De ne pas avoir connu son père, que celui-ci était un soldat allemand, voire nazi, peut-être. On peut faire quand même la distinction entre soldat de la Wehrmacht engagé de force et puis un nazi. Est-ce que c'est aussi d'avoir dû grandir avec une certaine honte d'une mère qui l'a aussi abandonné, qui l'a rejeté Qu'est-ce qui est le plus dur ? Finalement, derrière cette question, ma question est simple. Pourquoi est-ce que Pierre, le narrateur, écrit ces lettres ?
Tout ça. En fait, la troisième proposition que vous avez faite, je la retiens pas parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, je mets très entre guillemets ce mot chance, c'est qu'après l'abandon, finalement, j'ai été recueilli par des parents adoptifs et qu'avec mes parents adoptifs, les choses se sont bien passées. Même si j'ai toujours eu derrière la tête, finalement, cette idée que ces parents adoptifs n'étaient pas mes parents et qu'il a fallu que j'attende l'âge de 36-37 ans pour en avoir la certitude matérielle et 43 ans pour retrouver la mère, effectivement. Ce qui est difficile, finalement, ce qui est difficile et qui est une manière, non, c'est pas un exutoire, mais simplement c'est de le rappeler, finalement, c'est, premièrement, c'est le problème de l'abandon. Et c'est de savoir qu'on a été un enfant abandonné et tout ce que ça représente derrière, finalement, avec des pistes qui sont complètement coupées. Et j'irais que dans les combats modernes que je peux mener actuellement, c'est celui, en fin de compte, de protester contre l'accouchement sous X et un certain nombre de choses de cet ordre-là, finalement, qui coupent les gens de leurs racines, finalement. Le deuxième problème n'est pas de savoir que le père est allemand, ou même à la limite que ça s'est passé mais on pendant la guerre, recontextualise à l'époque, peut-être, oui. Mais le problème, c'est d'être encore à m'interroger pour savoir quel était son rapport avec ce qu'il y a eu de pire dans l'humanité à l'heure actuelle. Et déjà avant, finalement, chaque fois que je tombais sur des scènes, sur des choses, finalement, qui ont trait à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et je pense que les gens qui ont vu encore les Einsatzgruppen récemment à la télévision savent de quoi on veut parler, effectivement. Donc, en fait, c'est extrêmement inquiétant. Je ne le dis pas qu'il l'est, effectivement. Je lui donne toutes les possibilités. Oui, il y a 4 ou 5 possibilités à chaque fois dans son comportement. Musicien, il peut être des tas de choses, finalement, mais il y a toujours cette problématique, effectivement, du nazisme rampant derrière. Et derrière ce nazisme rampant qui est évoqué, c'est aussi un cri d'alerte moderne. C'est aussi un cri d'alerte moderne sur notre société actuelle qui doit être attentive à un certain nombre de choses. Mais ça veut dire que vous ne vous différenciez pas le Pierre de l'histoire avec vous-même. C'est-à-dire que finalement, c'est presque un témoignage que vous avez écrit là. Vous l'avez fait sous forme de roman, mais finalement, là, on voit bien, on comprend bien que vous identifiez totalement au narrateur. Il n'y a rien d'inventé, quoi. Il y a la seule chose qui est inventée, en fin de compte, c'est les hypothèses sur le père, sur ce qu'il peut faire vivre, etc. Oui, mais tout le reste, mais en plus, ce sont des inventions relatives, parce que bon, je me suis quand même un petit peu documenté ça sent, sur ce qui se passait à Calais à cette période-là. Mais ça veut dire, sans faire de la psychologie de comptoir, sans faire de la psychologie de comptoir, Pierre Ménard, mais est-ce que ça veut dire que même encore aujourd'hui, pour vous, c'est insupportable, non pas de ne pas avoir connu le père, mais de ne pas savoir si c'était un nazi ou pas ? C'est pas insupportable. C'est pas insupportable de toute façon. Enfin, vous avez dit quand même que c'était une nécessité d'écrire. C'est une nécessité, c'est difficile, c'est une question importante que je me pose de toute façon. C'est difficile, mais je sais que j'ai aussi un rôle de relais dans la vie, dans la chaîne des hommes finalement, et celui entre autres de pousser un cri finalement. Ouais, oui. Et je crois que c'est un des premiers mots qui doit apparaître dans le livre, dans la didascalie, finalement, du début, effectivement, la nécessité de pousser un cri. Et à la fin du livre, je redis, effectivement, que si nécessaire, je repousserai de nouveau ce cri contre l'abandon, ce cri contre le nazisme. Est-ce que ce livre, c'est pas non plus une nécessité parce que comme le narrateur, vous avez 70 ans, là, presque 71, et vous dites à un moment donné dans l'histoire que le narrateur sent presque sa fin arriver, alors c'est un peu exagéré, mais qu'il est temps d'écrire, quoi. Oui. Vous auriez peut-être pas écrit ce livre il y a 10 ans, 15 ans ? Non, je pense, je l'aurais peut-être pas. Bon, je sais pas si c'est lié parce que je suis toujours en période de recherche, de toute manière. Enfin, vous voulez quand même être en paix avec vous-même. Mais je veux effectivement, je pense qu'il y a une nécessité de dire des choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez retrouvé aucune trace de votre père en Allemagne ? La seule trace que je puisse avoir, et encore elle est très fragile, c'est la couverture du livre. Hein, vous avez dit qui est très fragile, vous avez raison. Hein, oui. Mais elle est très belle, mais fragile. Mais j'en parle dans le livre, bien entendu. Au tout début, d'où elle vient. Bon, on va dire très rapidement, elle représente le théâtre de Calais. De Calais. C'est une photographie réelle. On le devine. C'est le seul élément que je possède actuellement. C'est une photographie du théâtre de Calais, disons à la fin de 1940 ou au tout début de 1941. Et vous savez que c'est votre père qui est là.
Et je pars de l'hypothèse que sur cette photographie où il y a un soldat allemand, je pars de l'hypothèse que c'est mon père qui est ce soldat allemand. Ce n'est pas une certitude, c'est une hypothèse. On ne l'a jamais confirmé, Absolument ni pas, infirmé. puisque bon, ma mère finalement a dit à son entourage proche, le mi-frère, le mi-sœur, etc., qu'elle avait tout détruit en fin de compte, sauf cette photographie sur laquelle on est retombé et qui nous permet, qui est un nouveau point de départ. Je le reçois aujourd'hui pour son dernier roman, roman. Témoignage, Pierre Ménard, Lettres anonymes. On évoquait depuis le début de l'émission longuement cet ouvrage. On est à Calais pendant la Seconde Guerre mondiale et le narrateur de 70 ans écrit 70 lettres à un père qui a bien existé, mais un père qu'il n'a jamais connu, qui était soldat dans l'armée allemande, peut-être nazi. L'auteur comme le narrateur, les deux ne le sauront jamais. En tout cas, ce sont des lettres où Pierre le narrateur et Pierre l'auteur sont en quête d'identité. Pierre Ménard... J'ai une question, alors évidemment un peu peut-être biaisée parce qu'on sait maintenant le lien qu'il y a entre le narrateur et vous, mais si ça avait été un véritable roman, est-ce que vous l'auriez quand même écrit pendant la Seconde Guerre mondiale en se disant que finalement il y a encore des enfants nés de cette période qui sont en vie, alors que vous auriez pu aussi écrire ce genre d'histoire pour la guerre de 14-18 ou même de 70? Oui. Enfin, encore qu'en 14-18, les choses ne se sont il n'y a pas d'occupation proprement dite, oui. Tout à fait de la même manière. Mais il y a dû y avoir aussi des naissances. Sauf quand même dans les régions, disons, du nord de la France, quand même, où ça a pu se produire. Et également en 70, bon, il y a des écrivains, des historiens, je pense en particulier à Stéphane Audouin-Rousseau, qui a écrit des choses sur l'enfant de l'ennemi, exactement, etc. Donc, à ce niveau-là. Donc, le problème, il est permanent. Des enfants nés de la guerre. Le problème, il est permanent. Donc, ce qui, au passage, permettez-moi de faire une petite parenthèse, mais justement, je cherche toujours le lien aussi avec la réalité d'aujourd'hui et ce qui se passe parfois dans notre environnement et sur lequel il faut être très attentif. Quand je vois écrire aujourd'hui ou dire actuellement, par exemple, nous les Français de souche, moi je m'insurge complètement. Et pas par rapport simplement à moi, mais pas simplement parce que derrière mon activité j'ai aussi une activité d'historien. Oui, à Saint-Étienne du Rouvray, pas seulement sur Saint-Étienne, mais de manière plus générale. Et il y a eu des études historiques qui ont clairement démontré que la notion de Français de souche était quelque chose qui n'existait pas, puisque à travers les passages de l'histoire, il y a eu des mélanges. Je rappellerai que nos ancêtres, les Gaulois étaient des peuples germaniques. Pierre Ménard, l'émission se termine. Un petit moment de lecture, s'il vous plaît. Ça serait vraiment un vrai plaisir pour moi comme pour les auditeurs. On vous écoute. Même si ta mémoire n'est plus que du vent, entends mon insistance. Je ne dis pas excuse. Je n'ai pas à m'excuser d'exister, surtout pas envers toi. Je ne dis pas pardonne. Tu sais déjà ce que je pense du pardon. Je ne dis même pas comprends. Il n'est pas besoin de comprendre pour ce que je te demande. Je te dis entends mon insistance. Je parle avec ma chair issue de toi. Je veux que, brinque-ballé dans ton fauteuil roulant, quand tu passes devant une porte verte, ou lorsque la poussière chassée par le vent tu te colles à cette porte, je veux que tu te dises « Oui, voici bien longtemps je frappais à une porte verte pour y faire laver et repasser mon linge. J'y ai aussi connu la chair, et maintenant je sais ce qu'il en est advenu. Je veux que, guettant par la vitre basse de ta chambre d'hospice, lorsque tu vois une jeune femme d'une trentaine d'années, vêtue d'un ample manteau, traverser le parc, ou que poussière chassée par l'orage tu t'imprègnes à ce manteau alors qu'elle accompagne 2 jeunes enfants, et que sous le manteau son ventre s'arrondit, je veux que tu te dises « Oui, j'ai connu la chair de la jeune femme qui lavait et repassait mon linge, et maintenant je sais ce qu'il en est advenu, car maintenant, tu sais, tu me sais. » Et voilà, 70 lettres, toutes du même acabit, très puissantes, parfois violentes. En tout cas, on sent que ça vient du fond du cœur. Merci Pierre Ménard. Je rappelle le titre de votre livre, Lettres anonymes, paru chez Eddy Livre en août 2013. Un très très beau, j'allais dire roman autobiographique. C'est volontaire de ma part. Merci beaucoup Pierre Ménard. À très vite, à très bientôt.